Bonjour et bienvenue à cette dernière session d'1h30 qu'on va passer ensemble. Je plaisante, 40 minutes, on a pas 140 slides, on en a une vingtaine. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir, on va parler de Zero Trust ou comment ne jamais faire confiance et toujours vérifier. Et on va commencer, je suis Carlos Lagares, je suis en charge du channel chez SonicWall et je suis accompagné aujourd'hui de Pierrick Prévert. Bonjour. Pour cette partie-là. À l'agenda, aujourd'hui, on va parler dans un premier temps l'état des menaces. On aime bien faire peur, généralement, au début de nos présentations, mais c'est surtout pour voir les différentes techniques des cyberattaquants et voir comment ce type de solution-là va pouvoir vous aider à contrer ces attaques. Ensuite, on va avoir un deuxième point sur la partie Zero Trust. On va revenir sur les fondamentaux, on va voir pas mal d'acronymes, donc on veut juste se remettre tous au même niveau pour que vous ayez pour que vous puissiez percevoir l'intégralité de la présentation. On continuera ensuite par les cas d'usage et les bonnes pratiques qui vont en découler et on finira avec une petite conclusion des choses à retenir. Alors l'état des menaces. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une accélération au niveau des menaces. Donc, en 2023, on a vu, on mesure différents indicateurs et quasiment tous ces indicateurs ont augmenté. On a les attaques en malware qui ont augmenté de 11%, les tentatives d'intrusion qui ont augmenté de plus de 20%, donc on est à 7 500 milliards de tentatives d'intrusion sur 2023. On a également les menaces chiffrées qui ont plus que doublé, les attaques de cryptojacking plus 659% au niveau mondial et en Europe c'est plus de 1000% d'augmentation. Donc c'est un point important pour montrer que la cybersécurité est omniprésente et on en a besoin aujourd'hui pour se protéger de ces attaques qui génèrent beaucoup de revenus. Et aujourd'hui, on parlait également que la cybercriminalité représentait la troisième économie au niveau mondial. Les ransomware, on voit une petite baisse, mais en gros, c'est la troisième année, depuis qu'on mesure ça, depuis 2017-2018, c'est la troisième plus grosse année en termes d'attaques de type ransomware. Alors ça, c'est des statistiques au niveau de SonicWall, c'est ce que nous, on mesure au niveau de nos sondes. On a plus d'1 million de sondes aujourd'hui qui sont déployées à travers le monde, qui vont collecter ces informations, qui nous permettent d'établir ces rapports. Et un point important, c'est qu'on voit que les petites entreprises, entreprises et de taille intermédiaire, ont 3 fois plus de chances de se faire attaquer comparé à des grands comptes. Et si on regarde en termes des attaques les plus courantes, on va retrouver ici tout en haut phishing et spear phishing, donc c'est du phishing ciblé qui représente 80%. On le sait, l'email, c'est le plus gros vecteur d'attaque. Et on va également voir en termes de les conséquences de ces attaques. En premier lieu, c'est de la vol de données pour 30% et l'usurpation d'identité également au niveau de 23%. Comment ça se traduit en termes de chiffres? On a ici tout en haut un rapport ReliaQuest qui nous parle de 6 milliards d'identités qui ont été volées rien que sur l'année 2023. On parle de plusieurs dizaines de milliards de données d'identités, d'identifiants qui sont aujourd'hui disponibles sur le dark web. Et on se rend compte que ces données servent à faire des attaques et qu'elles comptent pour plus des 3/4 des attaques qui sont faites ou qui sont liées à ces vols d'identifiants. Un point important, le credential stuffing, c'est un terme simplement pour dire qu'on va voler des identifiants, on va venir les tester sur de nombreux sites parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont utiliser le même mot de passe sur différents sites. Il y a différentes stats qui disent qu'on a entre 100 et 200 identifiants à retenir. Souvent, on fait confiance à sa mémoire, donc on va réutiliser le même mot de passe ou avec une logique assez simple pour changer un tout petit peu son mot de passe. Moi, personnellement, j'ai regardé mon gestionnaire de mots de passe en faisant cette présentation-là. J'ai plus de 700 comptes et d'identifiants différents. Donc ça, c'est un point important et ce qui fait que la partie credential stuffing est pas mal utilisée. Et un dernier point, donc toutes ces attaques, il y a 35% de ces attaques qui viennent de l'interne. En un an, ça a augmenté de 20 à 35%, donc une augmentation de plus de 75%. Ce qui fait que, et on le verra tout de suite après sur la partie Zero Trust, qu'on peut faire confiance à personne, même pas à ses employés qui sont au sein de l'entreprise ou qui ont accès à des ressources de l'entreprise. Et donc là, vous avez les différentes sources, rapport Verizon notamment. Alors c'est bien, on se fait attaquer. Quels sont les coûts au final? On a une projection sur 2024. Le coût de ces attaques va coûter à peu près 129 milliards rien que pour la France. Et le coût moyen d'une attaque pour une entreprise, c'est plus de 5 millions de dollars. On est à plus de 5 millions, on va simplifier, 5 millions d'euros au niveau des attaques pour une entreprise. Et on a mesuré que 57% des entreprises, on va dire
SMB ETI, entre 100 et 5000 utilisateurs ont subi une ou plusieurs attaques. On verra un peu plus tard au niveau des différentes attaques. Et un point important que Forbes remontait en 2022, c'est qu'il y a 60% des PME qui se font attaquer, qui cessent leur activité au bout de 6 mois. Donc c'est dire à quel point l'IT aujourd'hui est critique et que les entreprises, notamment les plus petites, ne sont pas protégées. Et ce qui me permet de repasser la main à Pierrick, qui va vous expliquer comment le Zero Trust va permettre de limiter un peu cette surface d'attaque et les techniques à mettre en place. Avant de commencer, je suis un peu curieux. Qui ici a déjà été confronté d'une manière ou d'une autre au Zero Trust? Qui ici a déjà un peu de connaissance sur ce que c'est le Zero Trust? Si vous pouvez lever la main ou pas du tout, vous êtes là? Ok, très peu de personnes, très bien. Donc, pourquoi le Zero Trust? Quel est l'intérêt du Zero Trust? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle? C'est parce qu'on a vu au travers des années la sécurité, les besoins en sécurité évoluer pour 2 raisons principales. Première raison, une transition vers le cloud, c'est-à-dire que jusqu'à encore il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans même, on considérait la sécurité surtout de manière périmétrique, c'est-à-dire il y avait les barbares au dehors de nos portes et il fallait protéger les ressources et les applications qui se trouvaient à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'était très simple. Quand on était à l'intérieur de l'entreprise, on était un gentil. Quand on était en dehors, on était un barbare. Quand on souhaitait accéder à une application, c'était à l'intérieur. Donc il suffisait de faire confiance aux gens qui sont à l'intérieur quand ils y accédaient et sans aucun problème. Mais il y a cette transition vers le cloud, de plus en plus de personnes qui utilisent des applications SaaS. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui utilisent de l'AWS, de l'Azure pour du IaaS, pour de l'infrastructure as a service. Et aussi, on a des travailleurs à domicile et des travailleurs à distance, ce qui fait que, en fait, on n'a plus cette enceinte où on était certain que les gens à l'intérieur étaient des acteurs normaux et pas des attaquants, et on ne sait plus d'où les gens se connectent. Ce qui fait que, philosophiquement, d'un point de vue technique, si vous voulez, la localisation de la personne, comme la localisation de la ressource, n'a plus de sens d'un point de vue d'une décision de sécurité. La localisation a totalement perdu de sa valeur avec ce qui s'appelle, en sortant les gros mots, la dépérimétrisation. Donc de là, ça a donné lieu à plein de vecteurs d'attaque. C'est-à-dire que les attaquants se sont dit, mais c'est génial, maintenant la localisation n'a plus autant d'importance, on a tous ces environnements un peu fragmentés un peu partout, on va en profiter. On va profiter des erreurs de configuration, de cohérence entre la manière dont on va gérer l'accès au SaaS, la manière dont on va gérer l'accès à des applications internes. On va aussi avoir plus de menaces internes, on va pouvoir attaquer cette surface d'attaque de plusieurs façons différentes. Donc on a un élargissement de la surface d'attaque. Quand on met en face les pénuries des compétences en cybersécurité, l'augmentation des coûts, la fatigue aussi des gens avec tous les outils de sécurité qu'ils peuvent utiliser, on se rend compte que c'est un vrai problème assez complexe pour les entreprises à gérer, alors qu'à la base, la seule chose que l'on veut, c'est que les employés puissent accéder aux outils pour faire leur travail. Donc, le Zero Trust, pourquoi? Pour répondre à cette idée que la localisation de la personne ou de la ressource n'a plus tant d'importance, on peut se passer de cette confiance implicite de la localisation et on doit réfléchir différemment dans l'accès aux ressources. Alors, un peu d'histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain où tout le monde est arrivé à ce constat. Ça a été quelque chose d'un peu progressif. Et si on veut regarder à l'histoire de l'histoire, on a l'expression Zero Trust qui est créée en 1994 par un universitaire qui a fait un papier sur la façon de conceptualiser la confiance en informatique. Il s'est dit comment est-ce que je peux mettre la confiance entre guillemets en équation et comment est-ce qu'on peut mesurer ça. Et il a créé l'idée de Zero Trust et il a eu une petite idée intéressante qui était de dire le fait de ne pas faire confiance est différent de la méfiance. Et lui, il le montre par un biais mathématique, mais c'est ça. Et il a créé cette expression Zero Trust qui est restée là et assez confidentielle. Parallèlement à ça, je ne sais pas si vous connaissez le Jericho Forum, mais c'était un regroupement de CISO qui s'est créé en 2003, peut-être même avant, mais pour réfléchir aux questions de qu'est-ce que la dépérimétrisation amène comme réflexion que l'on doit avoir sur l'IT, sur la sécurité pour les entreprises. Comment est-ce que ça va changer la manière de le faire dans l'informatique? Et ça a été aussi une des premières graines du ZTNA parce que c'est là où on a commencé à faire ça. En 2009, si vous vous souvenez, il y a eu le projet Aurora. Donc en fait, c'était un APT, un groupe chinois qui a attaqué des grandes entreprises telles que Google d'ailleurs,
tels que Akamai et plein d'autres, comme ça une dizaine d'acteurs extrêmement majeurs. Et Google s'est dit, mais en fait, maintenant on est au pied du mur, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir à l'accès aux ressources, aux applications de manière différente, sans prendre justement cette question de confiance sur la localisation, etc. Et ils ont créé un projet qui s'appelle Beyond Corp, c'est-à-dire c'était un peu le zéro trust avant l'heure, c'est eux qui ont été les premiers à réfléchir sur ce qui allait devenir une architecture zéro trust. 2010, les gens de Forrester, analystes, vont faire et vont créer, en fait, ils ne l'ont pas créé, mais ils ont extrêmement bien marketé le mot de zéro trust, où ils vont justement se refaire le même constat, dire c'est fini, cette idée de donner autant d'importance à la localisation dans une décision de sécurité, il faut totalement arrêter ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est prendre en compte d'autres choses. Qui est l'utilisateur? Il se connecte à partir de quel appareil? Est-ce qu'on connaît cet appareil? Est-ce que son appareil est dans une bonne état? Est-ce qu'il doit accéder à la ressource? Est-ce qu'il a le droit? Et dans ce papier de Forrester, qui est de John Kindervarg de Forrester, qui a créé ce papier-là, où ils ont créé justement cette idée de zéro trust, il y a aussi cette idée de dire, à un moment, il met une photo d'un switch avec, vous savez, les ports trusted, les ports auxquels on fait confiance, ou supposément, quand on branche ce qui est là-dessus, on doit faire confiance. Et donc, il doit y avoir du DHCP et ce genre de choses-là. Il dit, mais ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire confiance à un port entier. On doit faire confiance à des flux de données à partir du moment où il sait d'où on vient, de quel matériel, est-ce que c'est un matériel compromis ou pas, et ainsi de suite, et ce qu'ils accèdent. Donc, vraiment prendre en compte beaucoup plus de contexte dans la donnée que juste ça vient de là. Voilà. Après, entre 2010 et 2019, plein de gens ont turbiné, mais en 2019, Gartner a créé un concept SASE qui se rapproche du ZTNA sur plein d'aspects. C'est une définition d'Edge, mais c'est un peu plus… Carlos vous décrira un peu tous ces acronymes que l'on peut retrouver un peu et qui font que les gens s'y perdent un peu aussi. Mais 2018-2020, on a eu plein de choses. Déjà le Covid, qui a été un grand accélérateur pour le Zero Trust. On a eu aussi le NIST et le NCCOE, donc, qui ont deux organismes américains de définition, de normalisation, qui ont créé une architecture Zero Trust. Pas représenté ici, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus et de plus en plus de choses qui se passent ici. Mais en 2022, c'est le Budget Office aux États-Unis qui dit que chaque administration américaine doit mettre en place du Zero Trust. Donc on a en fait une réglementation qui se pousse. En 2021, on a la définition du SSE par Gartner. Et en 2024, on a même la directive NIS2, dont tout le monde vous parle en ce moment, qui commence à citer les choses. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on arrive de plus en plus à une phase de normalisation et de réglementation en faveur du Zero Trust Network Access, avec justement les entités essentielles et importantes devraient adopter une vaste gamme de pratiques de cyberhygiène de base, comme les principes confiance zéro. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup, qui est en train d'être poussé chez toutes les grandes entreprises, chez toutes les administrations, notamment de l'autre côté de l'océan, et qui arrive chez nous aussi beaucoup. Ce qui fait que la plupart des analystes prévoient une croissance annuelle du Zero Trust Network Access de quasiment 18% chaque année sur la période 2024 à 2029. Alors, j'ai parlé de quelques acronymes, SASE, SSE. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci Pierrick, et on va essayer de décortiquer ça. Effectivement, on a parlé SASE, SSE. On va repartir sur 4 terminologies importantes, 4 acronymes, à commencer par la partie ZTNA pour Zero Trust Network Access. Et l'idée, c'est de dire qu'on ne va pas faire confiance à la position de l'utilisateur. Donc, où qu'il soit, il va falloir qu'on vérifie, quelle que soit la ressource qu'il va utiliser, on va vérifier l'authentification. On va vérifier l'identité de l'appareil. Est-ce que c'est un PC que je connais? Est-ce qu'il fait partie de mon domaine? On va évaluer sa posture. On va évaluer sa posture, en gros, c'est est-ce que j'ai un antivirus? Est-ce que j'ai un EDR? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce que j'ai du firewall? Est-ce que je fais partie d'un domaine? Et en fonction de tous ces critères-là, on va définir un score de confiance pour lui donner accès à certaines ressources. Et seulement à partir de là, on accorde l'accès. Et donc ça, c'est des règles qu'on va pouvoir affiner. Donc ça, c'est le ZTNA. C'est le premier concept. Le deuxième, le Secure Web Gateway, en haut à droite, c'est comment sécuriser le surf Internet, que les gens soient au sein de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, de façon sécurisée. Et donc, c'est pouvoir éviter toutes les attaques de type phishing, les logiciels de type malveillant et les ransomware. Donc ça, c'est un point important qui permet vraiment de sécuriser où les utilisateurs vont aller et s'assurer que ce surf est sécurisé. Troisième brique, on va retrouver le CASB ou Cloud Access Security Broker, et le concept c'est simplement de dire j'ai de nombreuses applications dans le SaaS.
Ça peut être du Salesforce, ça peut être du Workday, peu importe. Et l'idée, c'est de dire, OK, avant de donner accès à ces ressources-là, je vais vérifier de la même façon, avec du ZTNA, qui a le droit d'accéder, comment il y accède, plutôt que lui donner accès directement avec des vérifications de posture et d'identité et de ressources moins importantes. Donc ça, c'est la partie CASB. Et on va finir au niveau de la partie VPN as a service. Donc là, on commence à toucher au firewall next-gen, qui permet de mettre en place des VPN de façon sécurisée vers les ressources de l'entreprise pour des services qui peuvent être au sein de l'entreprise. Et l'ensemble de ces briques-là, c'est ce qui va représenter aujourd'hui le SSE, où on parle de Security Service Edge. Alors si je fais le lien avec ce que disait Pierrick tout à l'heure, il a parlé de SASI. Le SASI, c'est ni plus ni moins que du SSE plus du SD-WAN. Parce qu'on se rend compte, la notion de SASI, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile d'y aller parce qu'il faut remettre en cause son réseau. Et c'est pour ça que le SSE, aujourd'hui, va être plus facile à implémenter plutôt qu'une approche complète SASI. Donc ça peut être une première étape avant d'aller vers du SASI. Donc, comme ça nous permet d'aller un peu plus clair et d'enchaîner sur « Ok, j'ai toutes ces briques-là, quels sont les cas d'usage ? Qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Et je vais repasser la main à Pierrick. Oui, parce qu'on a vu à peu près quelles sont les menaces, ce que les attaquants font. Et les attaquants vont là où le marché les porte, c'est-à-dire là où les tendances les portent en termes de on dépérimétrise et ainsi de suite. Et ça implique telle et telle chose, et donc je vais attaquer comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Vous avez vu un peu ces acronymes bingo. Mais ce qui est bien, c'est de voir en fait, à quel moment vous pouvez avoir besoin de ZTNA et de SSE. Nous, on retrouve généralement 3 cas d'usage principaux sur ZTNA, Secure Service Edge. La première, ça va être quand on va parler de modernisation du pare-feu VPN avec ZTNA. Et entendons-nous bien, les pare-feux, et nous en vendons, et les VPN, et nous en vendons. Message subliminal. Non, mais ils sont très bien pour défendre un périmètre. Mais dès lors que l'on va avoir justement du SaaS et d'autres choses, ça va être beaucoup plus difficile. En fait, énormément de choses que vous pouvez faire avec du ZTNA dans ce qui est le contrôle d'accès très précis, de donner précisément accès à juste une application à un utilisateur, sont des choses que potentiellement, et pas toujours, mais potentiellement vous pouvez faire avec certains pare-feux, certains VPN, mais avec un coût opérationnel et un coût de performance qui sont dramatiquement hauts. Et quand vous adressez par exemple plusieurs comptes et des choses comme ça, c'est quelque chose qui est assez catastrophique et qui ne marche pas. Et plus vous avez d'environnement, plus ça devient un enfer à gérer. Deuxième aspect, ça va être la protection contre les menaces Internet et les vols d'identifiants. Alors on l'a vu, les vols d'identifiants, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, avec énormément d'identifiants qui se vendent sur le dark web. Et l'idée, et là où le ZTNA aide beaucoup, et le SSE donc aussi, c'est de dire, en fait, imaginez, et je ne sais pas combien d'entre vous d'ailleurs ont déjà été victimes de vols d'identifiants, mais imaginez juste ce qui se serait passé si, en plus d'avoir les identifiants, l'attaquant aussi aurait dû avoir le laptop pour se connecter. Parce que le ZTNA va apporter ça. On va vérifier l'identité de l'appareil et la propriété de l'appareil. Est-ce que la personne se connecte avec le bon appareil à la ressource? Et si oui, dans ces cas-là, on va aussi vérifier que l'appareil est dans un bon état, qu'il y a le firewall, qu'il y a du chiffrement de disque et que peut-être s'il y a une solution d'EDR, on n'a pas d'attaque détectée dessus. Donc on va faire on va vraiment intégrer beaucoup plus de contexte dans la décision d'accès. Ce n'est pas juste le fait d'avoir un login et un mot de passe qui donne accès. Donc ça protège contre ce type d'attaque. Protection contre les menaces Internet, ça va être empêcher en fait, les utilisateurs d'aller sur des sites malveillants, sur des sites de malware qui sont connus et ainsi de suite. Tout ça se fait généralement par la brique dont Carlos vous a parlé, qui est le SWG, le Secure Web Gateway. Et la dernière chose, ça va être la sécurisation des utilisateurs à haut risque, les tiers, le Bring Your Own Device et tout ce qui est fusion-acquisition. Alors ça peut paraître un ensemble fourre-tout, mais en fait c'est assez simple de comprendre le point commun entre ces trois-là. Vous n'avez aucune idée de l'appareil qui est utilisé par la personne. C'est-à-dire vous donnez accès à votre réseau et à vos ressources à des gens dont vous ne savez absolument pas la posture de sécurité qu'ils ont. Alors, c'est toujours un risque, et c'est un risque dans le cas de tiers, de contractants et ainsi de suite. C'est le risque quand c'est un employé ou quand c'est vous faites l'acquisition d'une nouvelle entreprise et vous mettez en commun les ressources et ainsi de suite et vous ne savez pas ce que ça donne. Alors là, deux manières de le traiter. Soit vous dites j'ai absolument pas confiance et donc je veux restreindre l'accès de manière vraiment très fine, très granulaire, ça c'est le premier point. Ou alors vous dites
je veux quand même m'assurer qu'il y a un minimum de sécurité au niveau de la posture de l'appareil. Je veux quand même m'assurer que la personne qui se connecte à un firewall qui est allumé, ou si c'est un téléphone, je veux m'assurer que la personne a quand même un screen lock, c'est-à-dire que peut-être que si elle a accès à ses mails de travail, je ne veux pas que si elle les laisse sur une table, n'importe qui peut les lire, quoi. Donc on veut quand même vérifier un certain nombre de choses. Et ça, ce sont les 3 cas d'usage que nous avons. Alors, tout le monde ici est dans l'informatique, sinon le buffet se trouve juste à côté. Mais vous avez ici, en fait, quelque chose qui doit vous parler un peu, c'est-à-dire, évidemment, c'est un slide et ça va appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire que vous avez différents groupes d'utilisateurs, vous avez différentes ressources, vous devez donner l'accès à ces différents utilisateurs qui utilisent des appareils différents, accès à des ressources, et vous allez faire ça de manière différente à chaque fois. Vous allez avoir un VPN entreprise, vous allez avoir un bastion pour accéder à telle ou telle ressource, vous allez avoir un VPN partenaire que vous allez configurer. Et tout ça fait cette espèce de plat de spaghetti. Alors je vous disais tout à l'heure que c'est totalement possible dans certains cas de faire quelques contrôles d'accès avec les outils existants, mais généralement ça ressemble à ça. Et le problème de ça, c'est que ça va donner une expérience utilisateur qui est assez mauvaise, parce que ça veut dire que l'utilisateur doit savoir comment accéder à la ressource pour pouvoir y accéder, plutôt que juste accéder à la ressource. Du point de vue des équipes opérationnelles, ça veut dire configurer tout ça. Tout ça, c'est généralement embêtant à configurer, donc on va essayer de simplifier. Quand on simplifie, on a tendance à élargir la surface d'attaque, et donc ça amène à de la faible sécurité. Donc tout ça, c'est l'idée de dire qu'une approche, par exemple, avec un VPN traditionnel ne suffit plus, parce qu'il va y avoir cette complexité de gestion des politiques matérielles et réseaux, parce qu'on ne va pas pouvoir faire des correctifs en temps réel. Mauvaise expérience utilisateur, j'en ai touché 2 mots, manque de fiabilité, performances qui sont généralement pas très bonnes, lentes, interrompues, ainsi de suite. Et aussi cette idée qu'un VPN donne accès à un environnement. Il ne donne pas accès à une ressource, à une application, il donne accès à un environnement. Et on peut être beaucoup plus granulaire que ça. Et finalement, ce principe aussi d'autorisation unique, vous autorisez une fois sur le VPN et ensuite vous êtes, voilà, ce n'est pas en continu que cette autorisation est vérifiée. L'idée, c'est vraiment de passer d'une approche centrée sur l'appareil à une approche qui va être beaucoup plus décentrée sur… enfin, d'une approche qui n'est pas centrée sur l'appareil, mais qui est centrée sur un concentrateur. Alors, sur le slide précédent, c'était un VPN, mais là, c'est un firewall Next Generation. Souvent, vous avez ce cas-là où vous allez avoir un gros tunnel et vous allez avoir un gros point d'inspection qui va aller vers l'ensemble des ressources, ainsi de suite. Si vous avez utilisé ou si vous avez mis en place des architectures comme ça, vous savez tous les problèmes que ça a, que ce soit en termes de performance ou et principalement d'ailleurs en performance, mais aussi en termes de limites de ce que vous avez et d'expérience utilisateur assez désagréable. L'idée, c'est vraiment de passer sur une approche différente où un ensemble de ces décisions et de ces analyses de sécurité vont être faites directement au niveau de l'appareil. Donc de décharger vraiment cette partie concentrateur où on va pouvoir faire du filtrage web, on va pouvoir accéder à des applications SaaS, peut-être juste avec de la fédération d'identité, accéder à des serveurs cloud avec un proxy, juste là, et par contre, ce qui est, par exemple, sur site, on va accéder avec un tunnel VPN as a service différent. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir cette idée de routage intelligent qui est toujours présent, mais pas toujours en ligne sur le trafic, et ce qui donne des bonnes performances et une expérience utilisateur qui est meilleure. Alors, pour les plus techniques d'entre vous, on va se pencher un peu plus précisément sur comment ça marche avant de prendre un peu de hauteur de comment est-ce qu'on peut mettre ça en place avec Carlos. Mais comment ça marche? On va forcer l'authentification de l'utilisateur. Donc généralement, ça marche en s'intégrant avec le gestionnaire d'identité. C'est la source de vérité sur qui est l'utilisateur. On va l'utiliser pour savoir est-ce que c'est bien l'utilisateur, est-ce qu'il a bien accès. On va authentifier l'appareil. Donc on va, par exemple, déployer un certificat automatiquement sur la machine. On va le lier à l'identité de l'utilisateur pour dire c'est son device, ce qui fait que si l'utilisateur essaye de se connecter à partir d'un device non connu ou que les identifiants sont volés, eh ben, la personne ne pourra pas se connecter. Donc on va aussi authentifier l'appareil. On va vérifier la posture de l'appareil. Est-ce qu'il y a un firewall qui tourne? Est-ce qu'il y a du chiffrement de disque? Est-ce que par exemple, vous utilisez une solution d'EDR? Est-ce qu'elle a détecté une menace? C'est quand même intéressant de savoir si une menace a été détectée sur le device avant de pouvoir laisser l'accès à la base de données ou à Salesforce, ce genre de choses-là.
Donc on va prendre en compte ce choses-là. Et tout ça, ça va donner cet accès contextuel où on va prendre en compte tous ces éléments, utilisateurs, appareils, posture, de façon continue. On va définir des politiques d'accès où on va donner accès non pas à un environnement et à un range complet d'IP, mais on va dire on a tel groupe d'utilisateurs a accès à telle et telle et telle et telle machine. Voilà. Et ils n'auront accès et ils ne pourront voir que ça. Ça rejoint le concept de micro-segmentation où on va vraiment micro-segmenter le plus possible. Alors l'idée, ce n'est pas de commencer, mais ça, Carlos vous en parlera en définissant tout extrêmement précisément dès le début, parce que ça ne marche pas, vous savez, tous ces trucs-là où on dit « je vais bien faire tout », mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche itérative. Du chiffrement, évidemment, et une application des politiques de sécurité continue, c'est-à-dire que la décision qui a été faite il y a une seconde d'accorder l'accès, est-ce qu'elle est toujours valide une seconde après? Est-ce que la personne a téléchargé un malware dans la dernière seconde? Est-ce que la personne a, par exemple, ou un malware, elle ou elle-même, désactivé son firewall? Et si oui, dans ces cas-là, l'accès doit être révoqué immédiatement. Voilà, donc c'est vraiment des décisions. Alors si vous connaissez le MITRE Attack Framework, qui est en fait un cadre d'analyse des différentes tactiques d'attaque utilisées par les attaquants, je ne sais pas si les précédents qui ont présenté ce cadre d'analyse, mais globalement, ça analyse les différentes tactiques utilisées par les attaquants d'un point de vue, en gros, grande catégorie. Il va y avoir une phase de reconnaissance, d'abord essayer de comprendre la cible que l'on attaque, ça va être toute cette partie de reconnaissance. Il va y avoir aussi une phase de découverte, une fois qu'on a gardé l'accès et qu'on veut pouvoir faire des choses. Il va y avoir la phase d'accès initial, une fois qu'on a fait de la reconnaissance, qu'on sait ce qu'on veut attaquer, comment est-ce qu'on chope le premier accès, etc. Et donc, ce cadre d'analyse fournit ces différentes choses et définit les attaques. Alors là, j'ai juste isolé, il y a 14 en fait, tactiques d'attaque MITRE et j'ai commencé à faire un slide avec Carlos, avec ces 14 techniques d'attaque et on s'est dit c'est totalement illisible. Donc on a décidé de vous en mettre que 4 pour simplifier le cadre et que un peu, 2-3 choses soient retenues. Mais du coup, accès initial, nous, ça va beaucoup aider sur la partie ZTNA avec SSE, avec le contrôle d'accès strict, avec une authentification de l'utilisateur et de l'appareil qui va limiter très fortement les possibilités d'accès non autorisé. Sur tout ce qui est mouvement latéral, puisqu'on ne donne pas accès à des environnements, mais on donne accès à des applications, ça limite terriblement les possibilités de mouvement latéral. Accès aux identifiants, on va avoir une authentification forte et on va avoir une validation continue qui va aussi limiter beaucoup tout ça. Et la découverte et la reconnaissance, encore une fois, on ne donne accès aux utilisateurs, toujours avec ce principe d'accès de moindre privilège qu'aux applications auxquelles ils doivent avoir accès. Et puisque c'est comme ça, on ne peut pas voir le reste et tout le reste est caché. Alors ça peut vous paraître beaucoup et vous pouvez vous poser la question de savoir mais comment est-ce que je mets tout ça en place et ça peut paraître un peu compliqué et ça, Carlos va vous l'expliquer. Merci. Donc on a vu pas mal de terminologie, on a vu plein de choses et on se dit ça peut être un peu compliqué de mettre ça en place. Alors aujourd'hui, nous, les préconisations qu'on va donner pour la mise en place de ce type de solution-là, ça va être souvent, vous avez commencé, vous avez déjà votre VPN traditionnel qui est en place. Et l'idée, c'est de dire, dans un premier temps, je vais mettre en place du VPN as a service. Donc je vais déjà appliquer des règles de sécurité, de la granularité. C'est quelque chose qui est relativement simple et qui va apporter déjà une meilleure expérience d'utilisateur et une meilleure performance. On a parlé de routage intelligent sur ce type de solution-là, qui permet d'éviter de déjà passer via un goulot d'étranglement. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est de dire, approche très pragmatique, étape par étape, et donc j'ai mis en place mon VPN as a service, tout va bien. Je vais commencer à faire de la découverte et de la publication d'applications. Donc je vais voir les applications aujourd'hui qui sont en place et je vais commencer à les publier, je vais commencer à les sécuriser, je vais limiter les accès, je vais en mettre en place du ZTNA et ensuite, donc ça c'est jusqu'à la partie sécurisation. Si je peux juste préciser, la découverte est quelque chose qui est fait automatiquement avec l'outil. Ce n'est pas à vous de découvrir manuellement. L'outil vous permet de découvrir justement les devices. Voilà. Ce qui est accepté. Très bonne précision, Pierrick. Merci de l'avoir apporté. Donc, découverte, publication, on va les publier et ça va permettre de donner accès. Donc, en termes d'expérience utilisateur, il a eu son accès à son VPN. Il va commencer à pouvoir utiliser ces applications de façon sécurisée avec tout ce qu'on a pu discuter auparavant. On va, en quatrième étape, pouvoir commencer à intégrer avec de l'EDR, du MDM, du SSO pour venir sécuriser un peu plus et avoir un peu plus d'intelligence, notamment sur tout ce qui est vérification de posture du poste, savoir s'il fait partie du domaine, s'il a son EDR, s'il est protégé, s'il ne subit pas une attaque, comme le disait Pierrick tout à l'heure. Et ensuite, la dernière étape, c'est de dire, voilà, j'ai publié quelques applications et je vais continuer
à faire ce cycle perpétuel, itératif, qui va me permettre de venir publier les nouvelles applications qui sont mises à disposition, parce qu'on sait qu'un système IT aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Donc on va garder cette espèce d'hygiène pour venir publier au fur et à mesure, avoir quelque chose qui est relativement adaptatif. L'objectif final étant d'avoir une approche zéro trust. On parle donc effectivement d'autorisation continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va se connecter à une ressource, on ne vérifie pas uniquement à la connexion, mais on vérifie en permanence. Si à un moment donné, pendant la connexion, je ne sais pas, il se fait attaquer, il désactive son EDR, on va être capable de couper directement, immédiatement, la connexion de façon sécurisée. Donc ça, c'est la partie autorisation continue. On va vérifier bien évidemment la confiance à l'utilisateur, que c'est pairé avec la confiance de l'appareil. Donc on travaille toujours par paire, ce qui permet vraiment de limiter ces fameuses surfaces d'attaque ou l'exploitation de vols d'identifiants. Et toujours avec une politique d'accès de moins de privilèges. Donc Pierrick parlait de zéro confiance ou de... J'ai oublié le terme que tu as utilisé, la méfiance. Voilà. Alors, on est vraiment dans cette optique-là de l'accès de moins de privilèges et on limite vraiment l'accès. Donc voici un petit peu comment nous, on propose de déployer ça de façon régulière et éviter d'avoir des transformations de type Big Bang. Donc c'est quelque chose qui peut cohabiter un temps avec les infrastructures actuelles, le temps d'onboarder les utilisateurs et toutes les applications. Et ce qui nous amène à la conclusion. Alors c'est bien, on ne va pas vous garder trop longtemps, on ne va pas dépasser le temps, donc ça c'est plutôt un bon challenge. Juste pour finir, juste représenter SonicWall. Donc aujourd'hui, Pierrick et moi faisons partie de SonicWall, qui est un acteur de la cyber depuis plus de 33 ans, avec une présence mondiale. Et on a un portfolio complet, parce qu'avec ces 33 années, on a collecté énormément d'informations. Je vous le disais, on a plus d'1 million de boîtiers qui sont déployés dans le monde, qui nous permettent de collecter des informations, de les partager. C'est aussi notre mission, c'est de sécuriser et d'informer les clients et nos partenaires. Et on innove régulièrement avec différentes technos. Et je voulais simplement vous montrer cette quasi-dernière slide, à savoir la solution que nous on propose au niveau qui s'appelle SonicWall Cloud Secure Edge, qui est vraiment une solution en mode cloud, disponible et vraiment centrée sur l'utilisateur et sur l'appareil, qui va permettre de donner accès à tous ces acronymes qu'on a pu voir avant. Donc de l'accès à des ressources d'entreprise via du VPN as a service, du ZTNA pour venir se connecter de façon sécurisée au niveau de l'IaaS, du KSB pour se connecter à des solutions SaaS, type Salesforce, Workday, Office 365, et le Secure Web Gateway pour sécuriser le surf des utilisateurs qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Et voilà, donc solution qui est aujourd'hui disponible dans le cloud, indépendante du réseau, c'est simplement pour dire on se fiche de savoir si la personne est à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise. Vous vous rappelez, 35% des attaques aujourd'hui viennent de l'interne. Donc on s'affranchit de cette partie-là, c'est plus une zone de confiance, on va parler de dépérimétrisation également. Et on a un gros focus sur la partie expérience utilisateur. On sait que l'adoption utilisateur est un vecteur très important et c'est ce qui fait qu'un projet est réussi ou il échoue, parce que l'utilisateur, au final, c'est lui qui va utiliser cette solution-là. Donc on a fait un gros focus sur cette partie-là pour que ce soit relativement transparent et que vos projets soient des réussites. Et pour finir, on a voulu faire une solution qui est facile à gérer. C'est disponible depuis le cloud. On va pouvoir s'intégrer avec différentes solutions de type IDP, EDR, NDM, SIEM. Connectivité rapide et fiable, on parlait de routage intelligent, où comme on a concentré cette intelligence au niveau de la ressource, du poste de travail de l'utilisateur, on n'est pas obligé de passer par un goulot d'étranglement qui peut être un bastion SSL ou différentes solutions. Et c'est une solution qui a été montée from scratch avec le concept de Zero Trust, donc qui nous permet d'avoir un accès vraiment granulaire en termes de qui accède à quoi, comment et est-ce qu'il y a droit. Et voilà. Je vous ai menti, je vous ai dit que c'était à un stade, mais pas encore. Donc les points à retenir, 3 importants. Donc le ZTNA, ça apporte une protection continue et adaptée aux défis actuels et aux défis futurs, parce que c'est quelque chose qui va être relativement flexible et qui va permettre de s'adapter au niveau des nouveaux usages et de l'IT qui, on sait, évolue très rapidement. C'est important aujourd'hui, encore plus demain. On parlait notamment de NIS 2, où on va en parler de plus en plus. Et le dernier point, une approche itérative et granulaire, on l'a vu sur le mode projet qui permet de faire un déploiement de ce type de projet, on va dire en douceur, à votre vitesse, avec les outils que vous pouvez avoir. Et c'est tout pour cette dernière séance. On a fini les 43, 42, on est plutôt pas mal.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions.